Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par l'Anana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Bonjour, donc moi je suis Anne Dubois de Jean, mon métier est conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couple et famille, c'est presque la même chose, et je suis également sexologue, donc ça m'amène à m'occuper des questions de couple et de famille. Bonjour Anne, merci d'avoir accepté cette interview. Aujourd'hui on va parler du Club des Marâtres, c'est toi qui t'en occupes sur Clermont-Ferrand. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce Club des Marâtres ? Alors c'est un club qui est né il y a plus de 15 ans à Paris. Sa fondatrice est Marie-Luce Yovan et le label a été exporté d'abord en Belgique je crois et puis ensuite à Clermont-Ferrand, donc je crois qu'il y en a 3, un projet à Lyon mais qui n'est pas abouti, donc on est très fiers d'en avoir un, c'est Club des Marâtres d'Auvergne. Il s'agit de réunir des femmes qui vivent soit tout le temps, soit temporairement avec les enfants d'un conjoint ou maintenant d'une conjointe, puisque ça arrive avec les couples homoparentaux, et qui veulent discuter du défi que ça représente. Je préfère exprimer ça en termes de défi qu'en termes de problème. Quel est le but du Club des Marâtres ? Qu'est-ce que les femmes et peut-être les hommes, est-ce que les hommes d'ailleurs sont possiblement acceptés ? La question se pose souvent. C'est pas un club de beaux-parents. Cela, ça existe, de beaux-parents, donc parents élevant les enfants du conjoint ou étant exposés aux enfants du conjoint. Ça existe ailleurs. Là, c'est vraiment une rencontre de femmes parce que être beau-père ou être belle-mère, c'est pas la même chose. Le regard social et l'imaginaire collectif ne sont pas les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Et il y a des problématiques spécifiques qu'on a trouvées, enfin ce que la fondatrice a trouvé légitime de traiter à part entre femmes. Ça n'empêche pas les hommes de faire un club des parâtres s'ils le désirent. Donc le terme c'est parâtre, on est bien d'accord ? Oui, ce sont les termes officiels qui, avant d'avoir une connotation dépréciative, puisque le suffixe âtre, jaunâtre, verdâtre, marâtre, ça induit une couleur dépréciative, quelque chose d'un petit peu négatif. Eh bien, avant d'être ça, c'est un terme officiel et légal qui désigne effectivement, à l'origine, la seconde femme du père. Donc du coup, elles viennent chercher quoi, ces femmes au Club des Marâtres ? Elles viennent d'abord, je pense, lutter contre un grand sentiment de solitude qu'on rencontre des situations où on a l'impression qu'ils sont souvent inédites parce que ça reste pas très courant finalement dans la parentalité, avec un statut qui n'existe pas, le statut de belle-mère ou de beau-parent n'existe pas, et pour autant des responsabilités, des tâches à accomplir avec les beaux enfants qui n'ont pas de contour, pas de couleur, pas de définition, donc ça fait vivre une grande solitude. Alors elles viennent chercher des comparses qui vivent la même chose, au lieu de partager les problèmes, parce que souvent les gens disent j'aimerais bien partager mes problèmes, j'aime bien mutualiser les ressources, c'est-à-dire que en face de chaque difficulté ou chaque problème, il y a souvent une idée créative pour le voir autrement et puis faire qu'au lieu de famille recomposée, on devienne une famille bonus. C'est-à-dire qu'on fait du et pas du ou, selon une formule qui m'est chère. Voilà. Donc tu penses que les femmes qui font la démarche de venir au club sont en souffrance et sont investies dans leur rôle de marâtre ? Elles ne sont pas toujours en souffrance, mais en général, elles s'interrogent. D'abord, il y a un point commun qui est peut-être même le nœud du problème quelquefois, c'est qu'il y a un grand désir de bien faire. Il y a un grand désir d'être la belle-mère parfaite. Il y a un tel imaginaire négatif, un imaginaire collectif négatif autour de la marâtre que vous retrouvez dans les récits imaginaires, dans les romans, que vous retrouvez dans les récits fondateurs, les textes religieux. La belle-mère a toujours le mauvais rôle, elle est toujours méchante. Donc il y a des efforts démesurés pour se sortir de ce rôle de méchante, avec parfois une confusion entre ce qui est être méchante et ce qui est être juste. Donc avoir une attitude ajustée quand on n'a pas de légitimité officielle et juridique est difficile. On n'a pas de boussole, on n'a pas de point de repère. Et puis souvent il y a quelque chose qui se passe dans le couple parce que faut pas oublier qu'avant la marâtre il y a un parent biologique qui la plupart du temps existe, n'est pas forcément mort comme dans les contes, et qu'il faut composer avec lui et qu'il y a une histoire avant la marâtre, il y a une autre histoire de couple qui vient souvent un petit peu brouiller la vue sur ce qu'on doit faire. Et c'est plutôt souvent d'ailleurs dans le sens de
contrairement à ce que montrent les contes, où c'est dans le sens d'une grande sévérité ou d'une grande méchanceté, c'est souvent dans le sens d'un grand effacement de soi, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Donc elles viennent chercher des réponses à des questions, de l'assurance quelquefois pour prendre certaines postures, et puis surtout se sentir moins seul. J'insiste là-dessus, parce que dès lors qu'on est moins seul à ressentir une difficulté, la difficulté se dégonfle un peu. À quelles difficultés sont confrontées les familles recomposées ? J'ai presque envie de dire qu'elles sont triples, parce que il y a la difficulté du papa ou de la maman, il y a la difficulté de la belle-mère ou du beau-père, et il y a la difficulté des enfants. Donc toi, tu traites avec ces femmes-là de leurs difficultés à elles, mais quelles sont les difficultés générales de ces familles ? Il me semble que c'est autour du mot légitimité qu'on pourrait les organiser. Légitimité à être ta compagne, en parlant du conjoint ou maintenant de la conjointe. Légitimité à avoir de l'autorité sur ces enfants qui ne sont pas les miens, qui sont exposés à une autre autorité qui, elle, est légitime, qui est celle de leur mère biologique. Légitimité à fixer des règles qui concernent, quand il y a des enfants du couple recomposé, à fixer des règles justes qui concernent tout le monde, avec une boussole qui souvent s'agite dans tous les sens, parce qu'il y a des affects très complexes qui viennent, comme je disais, brouiller la vue et compliquer un petit peu le discernement sur ce qui est juste, ajusté, et ce qui ne l'est pas. Une comparaison que j'aime bien utiliser, c'est dire, si vous étiez dans ce groupe, puisqu'une famille est un groupe, un moniteur de colonie de vacances en charge de ces enfants, que vous n'aviez pas d'affect privé en commun avec eux, quelle décision prendriez-vous ? Est-ce que vous oseriez leur dire que à table on ne se conduit pas comme ça, que on va goûter quand même les légumes, que c'est bien de prévenir quand on sort, enfin voilà, ça dépend évidemment de l'âge des enfants, mais il y a la question de la responsabilité d'un adulte vis-à-vis d'un enfant ou d'un mineur, quel qu'il soit, qui est quelquefois à remettre au milieu du village, parce que c'est quelquefois de ça qu'il s'agit. On a des enfants sous son toit, on en est responsable de ne pas les maltraiter, dans un premier temps, avec aussi des éléments de discernement qu'il faut quelquefois remettre, parce que le risque de maltraitance existe, hein. Ça, malheureusement, quelque chose qui arrive. Et puis responsable aussi de leur fixer des règles et un cadre, ce qui est obligatoire pour les enfants. Et il y a beaucoup de réticence à le faire, ça. Donc c'est la légitimité à faire les choses, je pense, qui est le problème central. Est-ce que tu penses qu'il est plus difficile d'être belle-mère d'enfants jeunes, d'enfants ados, d'enfants quasi adultes ? Sur le moment, c'est plus facile d'être beau-parent d'enfants jeunes, je pense, puisque par définition, un adolescent est dans la phase « je suis pareil, je suis différent », donc ça va être un petit peu plus compliqué pour lui, cette identification, différenciation à faire si son parent est amoureux. Il y a ça aussi, hein, c'est que il y a à l'âge où lui-même est un petit peu troublé par les questions amoureuses, puisque c'est ce qui se passe à l'adolescence et sexuelle, son parent est en pleine effervescence de ce point de vue-là. Alors que normalement, les enfants ne voient rarement leurs parents dans cet état amoureux du début d'une relation. Donc il y a ça. Avec des enfants jeunes, ça se produit différemment. Et puis l'attachement a plus de chances de se faire, c'est-à-dire les liens d'attachement. Moi, c'est vraiment des lunettes que j'ai beaucoup, la théorie de l'attachement. Les lunettes attachmentistes sont très importantes pour moi, parce que je pense que dans une famille recomposée, on peut créer des liens d'attachement. Et c'est plus facile à faire avec des enfants jeunes. Maintenant, les enfants jeunes peuvent très bien accepter et donner une place de choix à leur belle-mère, et à l'adolescence, renégocier tout ça. Il se passe un petit peu comme dans le domaine de l'adoption, où on peut avoir une enfance très paisible, et puis quelque chose qui s'agite au moment de l'adolescence, avec, encore une fois, ne pas avoir la vue brouillée sur est-ce que c'est l'adolescence ou est-ce que c'est la recomposition, parce qu'on a tendance à voir tout avec les lunettes de la structure familiale, alors que parfois c'est juste l'adolescence. Est-ce que tu penses qu'il y a des familles recomposées heureuses, et selon toi, quel est leur secret ? Je suis pas confrontée aux familles avec qui ça se passe bien sur cette question. Maintenant, je rencontre des gens qui ont grandi dans des familles recomposées où ça se passe bien, des jeunes étudiants qui s'interrogent sur un petit peu leur avenir, leur avenir conjugal à eux, et qui ont grandi parfois dans de telles familles. Et j'insiste beaucoup sur leurs ressources, leur créativité. Je suis pas au pays des bisounours en disant que c'est merveilleux ou que ce serait mieux qu'une autre famille, mais je pense que ces familles sont un petit peu dans le viseur social, et qu'elles
quand elles réfléchissent, ce qui est quand même le cas de la plupart de celles que je rencontre, elles déploient des trésors de créativité qui, heureusement, souvent payent. Il y en a où ça se passe bien, où ça se passe très bien. Je vis dans l'une d'elles, donc je peux le dire. On est très fiers de notre recomposition familiale. J'en rencontre aussi par le Club des Marâtres parfois. C'est vraiment quand la démarche de mettre les enfants au centre du système sans pour autant leur donner toute la place et s'oublier soi-même. Le bien-être des enfants, la loi nous y oblige à le mettre en priorité. Mais pour le bien-être des enfants, il faut quelquefois passer par prendre soin de soi. Alors c'est pas magique non plus, mais ce sont vraiment les deux clés de la réussite de la famille recomposée. C'est-à-dire quand on va faire ou dire quelque chose, est-ce que ça fait grandir la relation familiale ou est-ce que je suis en train de régler des comptes personnels ? Quelquefois, je suis obligée de régler des comptes personnels, mais c'est bien de savoir à quoi je joue et ce que je suis en train de faire. De pas tout confondre. Et puis, parfois, de dire ça j'accepte et ça je n'accepte pas, ça c'est possible et ça c'est pas possible, mes limites sont là. Et souvent, quand on les dit, les choses s'organisent de façon assez harmonieuse autour. La question du sacrifice qu'on voit beaucoup à l'œuvre dans les familles recomposées. J'ai tout fait pour tes enfants, je me suis beaucoup occupée d'eux, je me suis beaucoup effacée. Avec ta fille, j'ai beaucoup pris soin d'elle, etc. La tentation d'en faire trop est un piège énorme parce qu'il y a des attentes derrière. Et ces attentes, je dirais pas qu'elles sont jamais récompensées, mais elles sont pas forcément récompensées de façon systématique. Alors, je rencontre aussi des grands-parents recomposés à l'étape d'après qu'on voit les fruits d'un travail minutieux et d'un tricotage long qui a été fait. Pour revenir à l'antenne locale, et on va conclure sur ça, le Club des Marâtres d'Auvergne est en place à Clermont-Ferrand. À quelle fréquence ont lieu les rencontres ? Le Club des Marâtres a été un petit peu endormi là pendant 2 ans. Il va redémarrer au mois de janvier. La fréquence des rencontres sera d'1 fois par mois, donc fréquence mensuelle. Avec encore à déterminer le jour et le lieu, c'est pas encore fait. Il y aura une possibilité qu'une fois sur 2, ça puisse être à Thiers. Parce qu'il y a des femmes qui sont prêtes à faire beaucoup de kilomètres pour pouvoir participer à une telle rencontre. Donc on pensait faire 1 fois à Clermont-Ferrand, 1 fois à Thiers. Et donc on vous retrouve sur les réseaux sociaux. La page Facebook s'appelle Le Club des Marâtres d'Auvergne. Et sinon, il y a le site internet Le Club des Marâtres. Le Club des Marâtres est maintenant une activité qui est intégrée dans les activités de EPE 63, Ensemble Parents et Éducateurs, une association de parentalité. Je te remercie beaucoup, Anne, et je te souhaite une bonne journée. Merci, Emma. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.